Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric Duboulet, d'Au-delà du miroir, et nous parlerons d'archéologie interdite et de nanotechnologie. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Frédéric Duboulet, d'Au-delà du miroir. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain, puis encore merci pour cette invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'archéologie interdite et de nanotechnologie. Oui, on va faire un petit peu un grand bond dans notre passé, dans le passé un petit peu mystérieux de la planète Terre. Pourquoi mystérieux ? Parce qu'on a découvert au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des recherches archéologiques, et puis en passant par différentes strates de la planète, donc les différentes couches qui se sont succédées, et donc les différentes périodes que la planète a connues, des objets, des découvertes complètement insolites, des artefacts complètement stupéfiants, et qui remettent en cause beaucoup de nos fondamentaux qui sont censés être intouchables et posent de gros problèmes à la communauté scientifique, archéologique en général. Alors, l'archéologie interdite, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, moi, c'est une appellation que j'aime bien. Quand on avait préparé un peu l'émission en avant, je vous avais parlé de ce mot-là, interdite. Pourquoi ? Interdite parce qu'elle pose des problèmes. Elle pose des problèmes parce que ces découvertes-là, comme je le disais à l'instant, remettent en cause des dogmes établis, et ça gêne, et on ne veut pas les voir. Alors, on ne veut pas les voir à un tel point que les personnes qui défendent corps et âme ces éléments-là, parce qu'encore une fois, on parle d'éléments et de matériaux, ou de découvertes de n'importe quel ordre factuel. Ce sont des véritables découvertes, ce ne sont pas des inventions de l'Internet, vulgairement parlant, et ça pose de gros problèmes. Donc, comme je disais, à un tel point que ceux qui les défendent finissent pas bien du tout, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des subventions complètement coupées, complètement enlevées, ils sortent de la communauté scientifique, alors qu'on a affaire à des gens de renom, des véritables soit historiens, soit archéologues, soit paléontologistes, qui ont fait des études dans le milieu, et Dieu sait que ça coûte cher, ça prend du temps, et quand on fait des études comme ça, on n'a pas envie de se retrouver le bec dans l'eau, vous voyez ? Bien sûr. Et heureusement que des personnes, comme certaines que je vais citer par la suite, continuent le combat, parce que c'est véritablement un combat pour tenir ces éléments et puis les montrer au grand public. Malheureusement, il leur en coûte très très cher à ces gens-là. Donc c'est une archéologie interdite, mystérieuse et surtout défendue. Voilà, c'est véritablement ça le mot, c'est défendu. C'est défendu parce que ça dérange. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a 3 théories. Alors bon, c'est un peu schématiser les choses et je dirais les réduire un petit peu à l'extrême. Mais on peut considérer qu'on a 3 grandes théories sur l'évolution de la planète et des différentes espèces qu'elle a abritées. La première est la plus reconnue, je mets des gros guillemets, mais la théorie de Darwin, l'évolution des espèces, qui quand même est une aberration, quelque part une aberration, parce qu'on donne ça dans les livres d'histoire, on informe les jeunes gens avec, alors qu'il y a des gouffres phénoménales dans la théorie, il y a des gros problèmes, il y a des chaînons manquants, il y a des choses qui ne se tiennent pas, pourtant on considère qu'aujourd'hui c'est la seule réponse viable, scientifiquement parlant, qu'on a. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est le côté religion. Oui. Donc ils considèrent que c'est Dieu qui a tout créé. Encore une fois, c'est schématique, bien sûr. Oui, et tout dépend de ce qu'on appelle Dieu. Et tout dépend aussi de ce qu'on appelle Dieu. Tout à fait. Donc on va considérer du point de vue des grandes religions monothéistes occidentales, pour simplifier la chose. Et puis on a, je dirais, une nouvelle parce qu'elle est assez récente dans le débat d'attention et d'idées, qui est liée avec les extraterrestres. Voilà. C'est un petit peu en gros les 3 grosses théories qu'on a sur les évolutions des espèces. Qu'est-ce qu'on a découvert exactement ? Alors qu'est-ce qu'on
qu'on a découvert, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc les fameuses problèmes de ce que l'archéologie a mis en exergue, donc en fonction des différents lieux sur la planète, des différentes fouilles qui sont faites, bien sûr, pas forcément dans des endroits très connus, pas forcément sur le site de Gizeh où il y a les grandes pyramides, ou par exemple des zones où c'est très recherché parce qu'on sait qu'on trouve beaucoup de choses là, et donc on n'a pas trouvé que des squelettes de dinosaures, vous voyez, on a trouvé des choses beaucoup plus déroutantes. C'est-à-dire ? Par exemple, on a retrouvé des empreintes de pas humains, de type type humain, on va considérer ça humain parce que ça peut être des animaux, mais là on parle de bipèdes, d'animaux qui ou en tout cas de mammifères qui se positionnent sur deux pattes, qui datent de plusieurs millions d'années. C'est-à-dire que c'est des empreintes de pas qui sont très nettes, il n'y a pas d'ambiguïté dessus, c'est pas des montages, c'est rien d'autre, c'est des véritables découvertes qui ont été faites et qui sont incrustées dans la roche. Alors, comment on arrive à déterminer l'âge de ces différentes découvertes? Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, une des possibilités, c'est pas une possibilité, pardon, c'est un outil scientifique utilisé, c'est de calquer l'âge en fonction de la couche dans laquelle on va retrouver soit donc des artefacts, soit des traces, et dans le cas présent, des empreintes de pas. Donc plus c'est profond, et plus ça remonte à des années, des siècles et des millénaires avant notre ère. Donc ça, c'est une possibilité. Après, on a le carbone 14 et on a aussi d'autres systèmes actuels avec le taux de pénétration de l'eau, par exemple, dans un système pour savoir à peu près à quelle fourchette. Ça reste une fourchette, bien sûr, c'est pas très précis non plus, mais quelle fourchette d'années exactement dans laquelle se situent ces découvertes-là. Et donc, on a découvert des empreintes de pas, donc déjà de plusieurs millions d'années, alors que à cette époque-là, il n'était pas censé avoir des êtres humains sur la planète. En tout cas, d'après les grandes théories reconnues aujourd'hui. Et puis, on a découvert de façon beaucoup plus... c'est assez stupéfiant, on a découvert aussi une empreinte de pas, mais équipée d'une chaussure. Ah oui. Oui, et qui daterait un petit peu près des mêmes périodes. Alors, pour le pied nu fossilisé, qui a été découvert en 1987, il daterait de 290 à 248 millions d'années. Donc déjà, ça commence à faire... quand même, oui. Donc, il y en a eu plusieurs, il y a plusieurs types de pieds nus fossilisés comme ça qui ont été trouvés, d'autres de 3,6 millions d'années, qui a été trouvé en 1979 en Afrique orientale, pas très loin aussi d'une zone en Tanzanie, on en a trouvé d'autres aussi. Je citais l'empreinte de chaussure qui, elle, daterait de 541 à 485 millions d'années. Donc on est au niveau du précambien, ça va très très loin, c'est l'époque des dinosaures et compagnie, voire plus même en amont. Et on a trouvé aussi côte à côte, plus déroutant de ces empreintes de pieds, on a trouvé aussi des pieds nus d'empreintes de dinosaures, aussi côte à côte avec les empreintes de pas d'hommes. Ah oui. Ah oui, donc ça voudrait dire que les humains ont côtoyé les dinosaures et en tout cas des empreintes de pas au même niveau, même période de temps et sur la même zone ont été découvertes côte à côte. Donc c'est quand même assez déroutant. Et donc à des endroits très différents. Alors ça, on a découvert ça un petit peu de partout sur la planète, en sachant que la majorité des cas ont été trouvés un petit peu au berceau de la civilisation, donc soit en Afrique, soit du côté de l'Irak, majoritairement. Mais on a retrouvé aussi de ces éléments-là, par exemple en Australie. En Europe ? Et en Europe aussi, également. Ah oui. Oui, un petit peu de partout ça a été trouvé. Alors, pour les pieds nus fossilisés, j'ai pas en mémoire des découvertes qui ont été faites en Europe centrale. En revanche, il y a d'autres découvertes assez incongrues, comme des artefacts, je vais les citer un petit peu plus loin, qui ont été découvertes en Europe et qui posent de gros problèmes à la communauté scientifique, qui d'ailleurs ne les reconnaissent pas du tout. Alors ça, c'est complètement différent. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça pose problème. C'est-à-dire que reconnaître ces éléments-là, ça voudrait dire apporter des réponses. Apporter des réponses, ça voudrait dire faire des recherches, engager de l'argent. Ça voudrait dire continuer à faire aussi des fouilles, pousser, avancer, mettre ces découvertes sous, divulgation publique, et derrière, être capable de remettre en cause ce qu'on a considéré comme la réponse à l'évolution des espèces, donc la théorie de Darwin. Oui, alors on est là pour ça, Normalement, on devrait être là pour ça, mais c'est là où ça pose de gros problèmes, parce qu'on se demande pour quelles raisons ça pose autant de problèmes, justement. Oui, c'est ça, Et voilà, c'est ça. Donc, alors que les instances seraient censées, nous apporter des réponses, et on serait capable de pouvoir se remettre en question en disant, peut-être que là, on s'est trompé, mais bon, voilà, les théories ont la dent dure, et il est très difficile de faire bouger les choses, on le voit encore une fois ici, Et c'est des gens, pour la plupart des archéologues ou des paléontologues, ou des historiens, ont eu beaucoup de problèmes par la suite, parce que eux, ils ont défendu dur comme fer en disant, mais attendez, on a quand même affaire à des choses complètement incroyables, là. C'est pas, il faut se plonger dedans, il faut les étudier. On leur a fait comprendre qu'il fallait pas le faire, quoi.
Alors, quels sont les chercheurs qui se sont occupés justement de ces recherches? Alors, il y a une série, il y a plusieurs historiens ou archéologues de renom qui ont travaillé là-dessus. Moi, je conseille vivement aux personnes qui sont intéressées par ces éléments de se plonger dans le livre de Michael Crémeau, qui est chercheur en histoire et en philosophie de sciences, et du docteur Richard Thompson, qui lui était mathématicien et qui a aidé Monsieur Crémeau à monter son livre. Donc, le livre s'appelle Forbidden Archaeology, The Hidden History of the Human Race en anglais, donc qui a été traduit en français par l'histoire secrète de l'espèce humaine. Donc tout un programme. Le hic, c'est que le livre est difficilement trouvable, et aujourd'hui il a pris tellement d'ampleur, ce livre-là, que on peut le trouver, je crois, sur Amazon ou des sites un petit peu de ce type-là, mais alors à des prix complètement exorbitants. On arrive à 300, 400 euros le livre, quoi. Donc c'est de la folie. Mais en tout cas, c'est un livre, on peut trouver des éléments sur Internet, on a des parties du livre. Ce livre est très intéressant parce qu'il centralise l'ensemble de cette archéologie interdite, défendue, qui a été mis au goût du jour à travers différentes fouilles, et c'est répertorié de façon très poussée. C'est ça qui est très intéressant. Et on a vraiment affaire à une pléiade de découvertes qui a été faite à travers le monde et qui remet tout en cause quasiment, qui remet tout en cause les fondements de nos connaissances, le fait que on est parti de différentes étapes d'évolution, donc on est censé être à l'origine pas très évolué, pas très intelligent, alors qu'on a découvert différents types de technologies. On a même découvert des technologies, des artefacts. Je vais revenir sur les artefacts, on en parler. Donc c'est purement stupéfiant. Il y a un reportage qui circule sur Internet qu'on peut trouver qui s'appelle L'histoire cachée du genre humain, qui est fait par Klaus Donat. C'est une vidéo qu'on trouve facilement sur Dailymotion ou sur YouTube, en faisant quelques recherches, où il met aussi en exergue des découvertes qui sont complètement faramineuses, avec des objets en liquide, dont c'est du jaspe, mais une roche qui est très très dure, donc très difficile à usiner, et qui ont été découvertes, pareil, qui datent de plusieurs centaines de milliers d'années, alors qu'à l'époque on n'était pas du tout capable de travailler correctement ce type de matériaux-là, vous voyez. Et on a même retrouvé des traces d'usinage sur certains qui sont dignes de produits manufacturés ou industriels. Oui, bien sûr. Et qui sont encore une fois très difficiles à réaliser aujourd'hui. C'est ça qui est complètement stupéfiant. C'est qu'on a affaire à des ensembles de découvertes sur ces produits, en tout cas des produits de type manufacturé ou des artefacts qui sont difficilement réalisables aujourd'hui, malgré nos connaissances. Et on est bien sûr que ça date vraiment. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est des artefacts qui sont passés dans des instituts officiels, dans différents muséums ou dans différents instituts privés ou publics, où derrière il y a eu des réponses qui ont été apportées qui sont tout simplement subjugantes. Mais je vais développer, vous allez voir par la suite. C'est que le début, et si les gens sont à l'écoute et sont très attentifs, il va falloir qu'ils prennent un fauteuil pour s'asseoir, parce que ça, comme je dis souvent, ça va décoiffer dans le milieu. Alors allons-y. Donc, sur ces différentes couches et différentes structures qui ont été trifouillées, trouvées, on a ces fameux pieds nus fossilisés, donc déjà qui sont assez incroyables. On a aussi des tailles d'empreintes qui ont été trouvées. Donc encore une fois, on a affaire à des empreintes de type humaine, avec des tailles d'empreintes complètement démesurées. Si proportionnellement on appliquerait une taille à ces empreintes-là, sur certaines, pas toutes, mais sur une grande partie, une majorité, on arriverait à des personnes qui feraient à peu près 3 à 4 mètres de hauteur, vous voyez. Ah, quand même, oui. Donc on retrouve les géants, les fameux géants du passé, qui sont présents dans l'ensemble de notre histoire, à travers l'ensemble de nos civilisations, pas forcément qu'occidentales, orientales ou autres, qui relatent ces éléments comme quoi il existait des géants à une époque bien reculée de notre passé mystérieux. Donc il y a aussi des squelettes humains qui ont été trouvés. Un squelette humain, par exemple, en 1913, qui a été retrouvé, qui était complètement incrusté dans la roche et qui date d'1 million d'années, vous voyez. Oui, quand même. Donc ça plus d'autres qui dateraient du Carbonifère de 300 millions d'années. C'est complètement incroyable, Et encore une fois, ça ébranle tout le système. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout en parler. Comment peut-on expliquer justement ces produits manufacturés ? Alors c'est là où c'est difficilement explicable, parce que à l'époque dans lesquelles on a réussi à tracer une fourchette de temps où existeraient ces artefacts, où ils ont été fabriqués, clairement c'est un non-sens, parce que ça ne pouvait pas exister à l'époque, et ça existerait, je dirais, à peine aujourd'hui. Ça nous ramène à la piste extraterrestre, ça ? Ça rapproche de plus en plus au troisième pan que je citais tout à l'heure. On a envie d'y penser, en tout cas. Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que ceux qui défendent la théorie de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire des anciens des extraterrestres, qui seraient venus dans un passé très lointain sur la planète, et qui auraient collaboré et qui auraient aidé au développement de la race humaine,
ancienne, on retrouve beaucoup d'artefacts qui pourraient être en lien et qui pourraient, je dirais, s'entendre avec une théorie de ce type-là, bien sûr. Mais alors, je comprends pas que les autorités arrivent à cacher vraiment d'une manière incroyable. Hein. Oui, bien sûr. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable, c'est aussi un crime. Ouais, c'est un crime. Il faut dire ce que c'est. Tout à fait. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre la véritable étude historique de notre passé, de notre espèce, de son évolution. Tout ça est dissimulé sciemment aux yeux de tout le monde pour pas que ça se sache, parce que il faut pas que ça se sache, tout simplement. Le bon exemple, c'est aussi le marteau de Londres, ce qu'on appelle le marteau de Londres. Alors, le marteau de Londres, c'est appelé comme ça parce qu'il a été découvert dans une ville au Texas qui s'appelle Londres. Hein. Oui. C'est pas découvert à Londres en Angleterre. Non. Qui a été découvert en 1934 et qui date de 140 millions d'années, pareillement. Et c'est un marteau avec un manche. Donc, il y a eu utilisation de produits manufacturés parce que il faut fondre les alliages de matériaux Bien pour sûr, réussir à faire une forme de pioche ou une forme de marteau, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui a été fait avec des outils dont, à l'époque, ils n'étaient pas censés exister du tout. Et il a été exposé. Hein. Ouais. C'est un marteau qui est même d'ailleurs, je crois, toujours exposé dans un musée. Alors je ne sais plus lequel, mais certaines de ces découvertes-là, qu'on appelle découvertes insolites, c'est écrit, des découvertes complètement insolites, sont exposées parce qu'elles n'ont pas pu non plus passer sous le joug de la suppression totale et complète de certaines autorités, et elles sont à disposition. Mais bon, encore une fois, on ne pose pas beaucoup de questions, et surtout, on n'apporte pas beaucoup de réponses. Quelle a été la réaction des scientifiques, de la communauté scientifique face à ces chercheurs ? On a différentes écoles, encore une fois. On a ceux qui, heureusement, se battent pour faire reconnaître ça, en disant, essayons de trouver des réponses, essayons de chercher, d'étudier ça. Mais bon, encore une fois, il faut dégager des fonds. Puis derrière, il y a toute une grosse machine, un paquebot qui doit se mettre en route et qu'on a du mal à faire démarrer. Vous allez me dire, d'un autre côté, quand on n'a pas envie de le faire démarrer, on sait le faire aussi. C'est clair. Et puis, on a d'autres chercheurs qui sont tellement déroutés par ces découvertes-là, et ces éléments-là, qui vont se regrouper en confédération ou en association pour pouvoir travailler dans leur coin, en restant complètement indépendants et libres de toute tâche pour pouvoir faire découvrir tout ça et sortir un petit peu, à des sentiers battus, et puis que les gens se posent des questions et se posent un peu les bonnes questions. C'est le cas de Monsieur Crémeau que je citais à l'instant, qui a créé un super livre qui est super intéressant, où il retrace l'ensemble de ces découvertes-là, et bien d'autres. Il y en a tellement, c'est ça qui est complètement incroyable, c'est qu'il y en a eu beaucoup. C'est pas qu'une dizaine de découvertes, c'est des centaines. Ah oui, quand même. Cumuler des milliers. En effet. C'est véritablement déroutant quand on lit son livre. Moi, j'en ai lu une partie parce qu'on m'en avait fait transmettre une copie. C'est véritablement incroyable. Hein. Bon, j'ai aussi pas mal d'articles qui est à disposition sur le forum pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a une rubrique dédiée pour l'archéologie et les mystères du passé, sur les anciennes aussi civilisations, qu'on dit encore une fois complètement primitives, alors qu'elles sont bien loin d'être primitives, parce que la majorité n'était pas censée connaître la roue, alors qu'ils étaient capables de fabriquer des cités d'une complexité architecturale complètement faramineuse, qui étaient capables de fabriquer des pyramides où aujourd'hui on n'arriverait pas à un tel degré de précision, etc. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, et puis souvent, on nous donne des réponses un peu mâchées, en disant, écoutez, c'est comme ça, puis c'est pas autrement, allez pas chercher bien plus loin, quoi. Le reste, c'est de la science-fiction. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Frédéric Duboulet dans la clé du mystère. Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir, et nous parlons d'archéologie interdite et de nanotechnologie. Dans quelques instants, nous parlerons de nanotechnologie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'archéologie interdite ? Encore une fois, moi j'engage les gens à faire des recherches par eux-mêmes. On trouve beaucoup de choses sur Internet, donc il faut faire encore une fois très attention aux vidéos qui circulent. Oui. Certaines informations, parce que par exemple on parlait des géants, ça c'est le bon exemple. On trouve beaucoup de vidéos sur Internet où on voit des géants alors que c'est des montages Photoshop ou autre. Oui, il y a beaucoup de montages. Bien sûr, donc il faut faire très attention. Nous on essaye quand même, autant que faire se peut, de trier tous ces éléments-là, de les mettre à disposition et de laisser des informations très pertinentes sur le sujet. Mais sur l'archéologie interdite, j'encourage les gens à faire leurs recherches. On peut parler aussi assez rapidement des mystérieuses sphères de métal de l'Afrique du Sud. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est complètement incroyable aussi. On a trouvé des sphères métalliques qui sont cannelées, donc c'est-à-dire qu'on a des rainures tout le long de la sphère métallique.
Donc on en a trouvé plusieurs centaines facilement, qui sont parfaitement sphériques, qu'on peut tenir à peu près dans la main, donc elles sont pas très très grosses, et qui dateraient, accrochez-vous bien, de 2,8 milliards d'années. Oh là là, bien milliards, c'est pas une faute de langage. Ah, c'est de la folie ça. On est aux milliards d'années, bien sûr. Et c'est pour ça que je disais aux gens de s'asseoir, parce que c'est complètement incroyable. Bon, alors entre autres, on a aussi découvert des formes d'appareils volants en bois, en or, en toile ou en corne, qui ont été taillés par les anciennes civilisations, alors qu'ils n'étaient pas censés connaître des choses qui volaient dans le ciel, à part les oiseaux. Vous voyez, ça a été découvert en Amérique du Sud. On a des artefacts mexicains, aztèques et mayas qui ont été trouvés en 1956, où on monte carrément, on voit véritablement des formes d'ovnis ou des soucoupes volantes avec des extraterrestres côte à côte. Vous voyez, c'est véritablement complètement subjugant, quoi. Mais encore une fois, on a affaire à des éléments factuels. C'est ça qui est important de rappeler. Ce n'est pas des inventions, c'est des véritables découvertes qui remettent en cause beaucoup de choses. Rapidement, je fais le tour de ceux que j'ai en tête pour montrer un petit peu la pertinence de ces découvertes-là. Mais il y a aussi les disques de Dropa. Ça, les disques de Dropa, c'est complètement phénoménal. C'est quoi ? Une découverte qui a été faite en 1938 dans une grotte de Chine, à la frontière entre la Chine et le Tibet, par un archéologue de Pékin qui a découvert ça, qui daterait de 10 000 à 12 000 ans. Donc c'est beaucoup plus proche dans le temps. Bon, il n'en reste pas moins qu'à cette époque, on n'était pas capable de faire ces fameux disques. Donc c'est des disques de 30 cm de diamètre qui ont été testés et mesurés scientifiquement, encore une fois, qui ont derrière, donc par la suite, on se sont rendu compte qu'il y avait une forte concentration de cobalt à l'intérieur. Alors pour obtenir du cobalt, encore une fois, il faut le travailler, il faut le faire fondre, il faut le mélanger avec d'autres matériaux. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et ces disques-là ont été passés à l'oscillographe, et dessus, ils se sont rendus compte qu'il y avait une charge électrique régulière à l'intérieur, une forme de message ancré à l'intérieur du disque, sous une forme électrique. Ils sont où ces disques actuellement ? Alors ces disques-là, je ne sais pas du tout où ils sont entreposés. Je sais que, passé un temps, ils étaient mis à disposition dans un musée. Peut-être est-ce toujours le cas, je ne pourrais pas vous dire, parce que j'ai pas ces éléments-là en tête. En revanche, je sais qu'il y a eu des déchiffrages qui ont été faits en 1962 sur les messages incorporés dans les disques, et ça, c'est complètement subjugant. Ah oui, c'était porteur de messages. C'était un disque dur, exactement comme une boîte noire d'avion. Ah oui. Oui. Et en fait, ce qui a été trouvé à l'intérieur de ces disques-là relate l'histoire d'un vaisseau d'exploration spatiale qui s'est crashé sur la planète il y a 12 000 ans, et il raconte l'histoire des rescapés de ce vaisseau-là, vous voyez. Ah oui. Carrément. Ah oui, complètement. C'est pour ça que quand on en parle là, nous, entre nous, bon, c'est vrai qu'on est un peu dans le milieu, donc déjà ça nous perturbe. Mais ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, doivent se dire, mais ce monsieur-là, il est gentil, mais il raconte n'importe quoi. oui, mais justement, puisque bon, on expose des disques comme ça dans les musées, à la vue de tout le monde finalement. Alors, comment se fait-il que les gens qui défilent dans les musées sont amenés à se poser des questions ? On est bien d'accord. Bien sûr. Donc, je sais pas, c'est un non-sens face à cette communauté scientifique ou à ces gens qui nous cachent des choses. C'est un peu hallucinant, c'est complètement... Mais parce que les informations restent très évasives. Par exemple, si on met les disques de Dropa à disposition du public, dans un musée, ça va être écrit « Découverte de disques avec un tel alliage qui ont été découverts en 1938 dans des grottes de Chine au Tibet ». Ah d'accord. Terminé, vous voyez, ça va pas aller plus loin. Il va pas être expliqué qu'à l'intérieur il y a une charge électrique qui a été déterminée, que certains scientifiques se sont penchés dessus. Mais là, l'histoire des disques de Dropa, ça allait très loin, parce que quand les scientifiques ont découvert le message qui est à l'intérieur des disques, qu'ils ont réussi à le traduire surtout, le gouvernement a interdit la publication des informations. Ah oui. Ah oui, parce que expliquer que ce disque-là expliquait l'histoire d'un vaisseau qui s'était crashé et des autochtones qui avaient eu une interaction avec les occupants de ce vaisseau-là, qui s'est pas très très bien passé parce que les autochtones avaient eu peur justement de cet atterrissage de vaisseau et des personnes qui en étaient sorties, ça avait été complètement balayé et complètement surtout interdit de diffusion. Il fallait surtout pas en parler, vous voyez. Oui, mais aujourd'hui on le sait. Aujourd'hui on le sait, ça ressort. Ça ressort parce que on arrive à avoir ces éléments-là grâce à l'Internet et à la liberté que Internet offre. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas demander des explications ? Pourquoi on nous a caché ces choses-là ? Pourquoi ci, pourquoi ça, quoi ? Faudrait bien qu'on ait la vérité quand même un jour. Bien sûr, bien sûr. Elle commence à sortir, mais c'est vrai que c'est difficile. Et elle sort grâce à des personnes comme vous, ou comme moi, ou comme d'autres avant nous, qui se battent pour leurs idées et qui sont là pour faire avancer les choses. En disant pas forcément qu'on détient la vérité, mais en tout cas qu'il y a des choses bizarres qui ne correspondent pas à l'histoire qu'on veut nous faire avaler tout cru, et qu'il faudrait peut-être se poser d'autres questions, tout simplement. Et grâce à ces éléments-là, en forçant un petit peu les choses, malheureusement, parce qu'il faut les forcer, pour sortir un peu des carcans, les
les consciences arrivent un petit peu à s'ouvrir et à voir les choses un peu différemment. Alors finalement, quelque part, il y a bien des gens qui ont cette vérité. Ah, mais ça, j'en suis persuadé. Certains ont la vérité, mais ils sont pas prêts à la dévoiler au grand public. Alors, nous allons parler de nanotechnologie. Oui. Qu'est-ce que la nanotechnologie ? Alors, la nanotechnologie, aujourd'hui, on le connaît très bien parce qu'on en a l'utilisation de plus en plus fréquente. C'est en référence à une unité de mesure, au nanomètre. Donc, le nanomètre est 1000 fois plus petit que le micron. Vous voyez ? Donc, le micron, c'est déjà très petit. Ouais. C'est déjà quelque chose qui peut se voir qu'au microscope, ou à des microscopes à balayage électronique, des choses comme ça. Mais là, la nanotechnologie, on est encore plus bas que le micron. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tellement minuscule que ça peut être fait que par des structures et des technologies adéquates. Pour parler de nanotechnologie et rester sur l'archéologie interdite, problème, il a été découvert, par exemple, à l'ère du glaciaire, une série de petites structures métalliques qui, à première vue, ne ressemblaient pas réellement à quelque chose de structuré. Vous voyez, on aurait dit des petits bouts d'arc, de métal ou de choses comme ça qui auraient pu ressembler à une chute d'objets ou de choses de ce type-là. Sauf que quand on creuse et qu'on commence à chercher, ils se sont rendus compte que ces petites structures étaient en fait des matériaux manufacturés très fins, très précis, qui étaient de l'ordre de la nanotechnologie. Et alors ça a été retrouvé, je crois que ça a été trouvé en 1991 par des prospecteurs d'or qui faisaient des expéditions scientifiques et qui recherchaient aussi des éléments propres avec l'or, où en triant et en récupérant un petit peu des particules fines, on trouvait ces petits matériaux qui restaient à disposition, vous voyez, ou qui restaient sur les tapis de filtration très très fins et qui permettent d'obtenir des éléments vraiment minuscules. Et donc là, ils ont retrouvé un ensemble de données. Je crois que c'est des milliers d'artefacts. Alors c'est vraiment tout petit, hein. Des milliers d'artefacts qui ont été trouvés et qui dateraient de l'ère glaciaire parce qu'ils ont été datés par la suite et qui remonteraient donc à des millions d'années avant notre ère. Vous voyez. Et donc là, on a affaire à le plus gros des objets est en cuivre et les plus petits sont en tungstène. Voilà, c'est ça. Alors il faut savoir que le tungstène, pour pouvoir l'obtenir, il faut arriver à son point de fusion pour pouvoir le transformer. Le point de fusion du tungstène, c'est 3410 degrés Celsius. Oui. Vous voyez, donc c'est déjà il faut s'accrocher pour pouvoir obtenir ces températures-là. Il faut être équipé de fours spéciaux. Bien sûr. Ou de technologies qui sont capables de monter à de telles températures. D'autres ont été découverts en molybdène. Pour obtenir du molybdène, c'est pareil, c'est 2650 degrés. Oui, des températures très élevées, quoi. Et bien sûr, et à l'ère du glaciaire, on n'est pas ça. Vous voyez, d'où proviennent ces artefacts-là? Comment ça se fait qu'ils soient ici? Ça fait, par exemple, vous voyez, pour donner un ordre d'idée, des tout petits ressorts. On peut, pour donner une analogie, on trouve une structure dans une montre, toutes les petits engrenages d'une montre, mais 100 ou 1000 fois ou 10 000 fois plus petit. D'accord. C'est complètement subjugant. Oui, mais c'est de la folie, oui. Bien sûr. Et ça, c'est des trucs qui datent, de 20 000 à... c'est complètement incroyable. Ça ne vient pas des terrestres, c'est pas possible. D'après nos connaissances actuelles, encore une fois, c'est un non-sens. C'est un non-sens, c'est clair. Ouais. Et alors, la cerise sur le gâteau, parce qu'il faut la cerise sur le gâteau quand même, c'est que l'Institut de Moscou, qui a publié un rapport d'expertise sur ces objets-là, donc avec un numéro d'attribution, numéro 18485. Donc c'est quelque chose de sérieux, un véritable institut, c'est pas n'importe quoi. Conclut les éléments suivants. Les données obtenues permettent d'envisager la possibilité d'une technologie d'origine extraterrestre. Vous voyez? Ça me paraît évident. Oui, pour nous ça nous paraît évident. Et à l'époque ça a fait beaucoup de bruit. Donc on a dit mais il faut pas dire des choses comme ça, vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a. Ces choses-là, ça n'existe pas, vous voyez. Et quel impact? Il faut dire la vérité, hein. Oui, tout simplement. Hein. En tout cas, ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de questions. Moi, je trouve ça personnellement, c'est quelque chose qui me fascine. Vraiment, ça me fascine. C'est fascinant, c'est le moins qu'on puisse dire, Et je serais d'avis d'aller creuser dans la terre pour chercher ce qu'il y a encore plus profondément, ou en tout cas essayer d'avoir des éléments de réponse là-dessus, quoi. Non, c'est véritablement complètement subjugant. Cette histoire de nanotechnologie, là, ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors, on en a entendu parler il y a quelque temps de la nanotechnologie.
Donc c'est encore quelque chose qui va être repris, ça justement, ou qui est en sommeil. On fait des recherches, on parle de médicaments, on parle de plein de choses justement à ce propos. C'est encore quelque chose qui peut être une arme contre nous, quelque part. Bien sûr, mais comme tous les outils, je dirais. Ouais. C'est toujours la même chose. N'importe quel outil n'est pas forcément bénéfique ou néfaste. C'est l'utilisation, c'est la main. C'est l'utilisation qu'on en fait qui va devenir néfaste ou bénéfique. Exactement. Pareil, comme tout. Un peu comme la télévision. La télévision peut être un très très bon outil. Internet. Un outil pédagogique, un outil d'information qui peut être très agréable. Mais ça peut être aussi un outil de débilité profonde. Comme c'est le cas aujourd'hui. Élection, là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour moi, la majorité de ce qui passe à la télévision infantilise les gens, les rend de plus en plus débiles. On nage dans la débilité. C'est vraiment... Là, si on pouvait faire une émission sur la télévision, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait faire une émission paranormale sur la télévision. Ah oui. Aujourd'hui, on n'en est pas loin du paranormal à la télévision. Oui, c'est clair. Non, mais en plus, c'est de la folie. Plus ça va, moins ça va, quoi. Bien sûr. Mais bon, vous voyez, encore une fois, c'est une question d'utilisation. C'est l'utilisation qu'on en fait et ce qu'on va utiliser derrière. Mais c'est sûr que la nanotechnologie, le problème de la nanotechnologie, c'est quelque chose qui est tellement microscopique que ça échappe à tout contrôle. Ouais, c'est ça le problème. On ne sait pas les interactions. C'est tellement petit sur certaines études biotechnologiques que ça transperce la matière. Ça passe à travers la matière. Donc même dans une salle blanche qui est suréquipée, qui est capable de maîtriser les différentes fabrications de ce type de matériaux, ça peut par exemple passer à travers. Et ça, on n'en sait rien du tout, quoi. Est-ce que actuellement, il n'y aurait pas des laboratoires sur Terre qui justement seraient en train de mettre des technologies en place par rapport à toutes ces découvertes? Si, bien sûr, il y a, à mon avis, bien sûr, il y a plein de... Nous, on a, du côté de où on habite, vers Grenoble, donc Grenoble qui est une ville très évoluée technologiquement parlant, qui fait partie d'un des pôles de France les plus évolués là-dessus. On a beaucoup de sociétés qui travaillent dans la nanotechnologie, bien sûr, ou dans la biotechnologie, mais encore une fois, secret mystère. Toujours. Ce qui se passe dedans, c'est des recherches aussi privées, c'est beaucoup d'entreprises privées, donc elles ne sont pas du tout obligées de donner leurs recherches. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne sait pas trop avec quoi certaines entreprises jouent, sur quoi elles travaillent précisément. Oui, mais dès l'instant où on commence à cacher quelque chose, la recherche, c'est intéressant d'informer les gens sur la recherche. Donc dès l'instant où on cache quelque chose, on essaye de cacher, et c'est qu'il y a un problème. Bah oui. Voilà, en tout cas, ça laisse supposer. Bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est un gros problème. Mais encore une fois, je parlais tout à l'heure des chercheurs qui, eux, continuent leur combat. C'est au détriment de leur carrière. Oui. Vous voyez, à tel point, ça pose tellement de problèmes que certains savent pertinemment que s'ils continuent là-dessus, en disant, et encore une fois, je veux dire, c'est complètement aberrant, parce que c'est pas s'ils continuent, parce que c'est de la vérité. C'est ça qui est complètement incroyable. Mais en tout cas, ils savent que leur carrière, elle est anéantie, complètement. Elle est anéantie parce qu'ils sortent de la famille scientifique officielle, les subventions sont coupées et ils sont mis au bas de l'échelle. Oui, mais c'est ce que je disais à Yves Lignon hier en interview, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus... on est dans la criminalité. Voilà, oui, ce sont plus des scientifiques, là. Bien sûr. Non, ce sont des... Je suis désolé, peut-être que ça choquera certains auditeurs, mais ce sont des criminels. Pour moi, ce sont des criminels. Les scientifiques, ce sont des gens ouverts, ce sont des gens, des découvreurs, ce sont des gens qui informent et de la recherche. Et qui cherchent, voilà. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et normalement, le but, ce serait ça. Donc là, on est avec des conspirateurs, avec je ne sais quoi, on peut quand même se poser la question. Oui, mais tout le monde se pose la question. Beaucoup de gens se posent la question sur plein de sujets d'ailleurs. La question de la conspiration et pour quelle raison. Mais encore une fois, parce que derrière, il y a tout un ensemble de sociétés qui a été montée, qui s'est structurée avec des données de l'ordre de Darwin, de la religion ou de l'archéologie dite officielle, qu'on n'est pas prêt à remettre ça en cause. Le bon exemple, c'est ce qui se passe avec le film La Révélation des pyramides de Jacques. Ça, c'est un gros problème, parce que les éléments que Jacques met en exergue dans son reportage et les découvertes mathématiques qu'il met en place devraient interroger beaucoup de monde. Sauf que derrière, à part prendre des foudres, il prend pas grand-chose. C'est complètement phénoménal, quoi. On nous a quand même fait gober que des civilisations qui étaient à peine censées connaître la roue, ou même pas du tout la roue, avec des burins en cuivre, ont réussi à faire ça, quoi. C'est quand même phénoménal, parce que je sais pas, quand on voit les outils utilisés, on peut pas tailler une pierre avec des éléments comme ça en cuivre à hauteur de la construction des pyramides de Gizeh. C'est complètement aberrant si on y réfléchit bien. Et puis même, encore une fois, c'est comme Darwin, il y a beaucoup de trous. Mais je vais vous dire une chose, Alain, c'est très très grave, parce qu'on parlait de crimes.
de crime contre l'humanité. Effectivement, c'est un crime contre l'humanité parce que derrière, pour Darwin, il y a eu des divulgations scientifiques et il y a eu des modifications de données scientifiques pour abonder dans le sens de Darwin. C'est-à-dire qu'il y a eu trafic officiel, qui a été vu par la suite, de certaines personnes pour confirmer le cycle d'évolution des espèces de Darwin. Et ils ont modifié et ils ont triché sur les données pour que ça corrobore avec les points de vue exprimés de l'époque, vous voyez, et qu'il fallait surtout pas, alors que pourtant les résultats donnaient l'inverse. Donc effectivement, c'est des crimes, parce que derrière, il y a des trafics d'informations voilà, il y a une histoire, il y a une colonne vertébrale d'histoire, qui est très branlante, certes, mais c'est comme ça, et il faut pas en sortir. Et ceux qui sortent du sentier battu, adviennent que pourra pour eux, quoi. Est-ce que la vérité va exploser un jour ? Je souhaite. Et le plus rapidement possible, d'ailleurs. Je souhaite, en tout cas, moi, personnellement, nous, c'est à notre maigre échelle, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Sur notre communauté, sur notre site et puis à travers l'association. On parle pas non plus que de ça, on parle aussi de beaucoup d'autres sujets. Bien sûr. Qui sont encore une fois des sujets très intéressants. Et il faut qu'on commence à se poser les bonnes questions et puis à être prêt surtout à se remettre en question et de se dire là, oui, effectivement, il y a un hic, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être que ces phénomènes-là, alors si on parle de phénomènes inexpliqués, justement, sont des phénomènes tout simplement inexpliqués et pas forcément imaginaires. Vous voyez ? Tout à fait. C'est ça la différence. Et je pense qu'il est important d'aller dans ce sens-là. Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Une dernière chose, oui, toute petite, je voulais rajouter une petite chose encore une fois parce qu'on a parlé donc des artefacts, des empreintes, des découvertes impossibles. Il y a aussi les connaissances impossibles parce que j'en sais à ça voudrait dire que ceux qui avaient ces artefacts ou ces éléments dans les mains possédaient aussi des connaissances très très évoluées et qui ne corroborent pas encore une fois avec l'évolution. Et l'histoire officielle, les pierres d'Inca, ça c'est complètement incroyable aussi. C'est des pierres qui ont été découvertes au Pérou, qui ont été découvertes en 1950-1960, et qui, une fois datées, ont été remontées au niveau des dinosaures, quoi. Encore une fois, au niveau des dinosaures, c'est-à-dire qu'on voit sur ces pierres-là sont gravés des hommes accompagnés des dinosaures, l'utilisation de technologies avancées, par exemple, comme on voit un personnage en train d'utiliser un télescope pour regarder dans les étoiles. Oui, c'est complètement incroyable. On a des utilisations de connaissances médicales avancées aussi, comme des opérations du cerveau, du cœur, des trépanations. Ah oui oui, qui sont représentées sur les pierres. C'est fou, ça. Et donc ces pierres-là dateraient, pareil, d'années complètement très très anciennes de notre civilisation. Encore une fois, on n'aurait pas ces éléments-là. Donc il y a eu un petit peu des faux aussi dans le milieu au niveau des pierres d'Inca. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. En tout cas, il y a beaucoup de divergences d'opinion dessus, mais il est avéré que certaines pierres sont tout à fait authentiques et remettre en cause beaucoup de nos connaissances. Alors pourquoi il y en a qui, encore une fois, qui se sont mis à faire des faux ? Alors ça, c'est toujours la bonne question. Ça, c'est énervant, quoi. C'est un peu énervant, parce que je pense encore une fois que c'est la bonne méthode pour discréditer une bonne information. C'est-à-dire qu'en mettant du faux dans une information de ce type-là, tout de suite on la rend complètement erronée. On dit vous voyez, en fait ces pierres sont fausses. Voyez, alors c'est pas du tout le cas. Il y a des pierres qui montrent des choses complètement incroyables et qui datent des époques complètement reculées. Et puis encore une fois, parce que certains ont tout intérêt à maintenir les gens dans l'ignorance. Voilà. Frédéric, on va envoyer les gens donc sur le site d'Au-delà du miroir. Oui, avec plaisir. Voilà. Qui viennent jeter un œil sur l'ensemble des rubriques que constitue le site. Il y en a beaucoup. Il y a différents domaines de prédilection aussi. Donc le lien est sur la page podcast vidéo, fréquenceévasion.com. Voilà. Et exactement, puis... en tant que partenaire. Et les gens peuvent tout simplement taper sur Google Au-delà du miroir et le premier lien qui leur apparaît sous les yeux, ils cliquent dessus et ils arrivent sur le site. Tout à fait. Frédéric, à bientôt. Avec grand plaisir, Alain, et puis à tout bientôt alors. Pour de nouvelles aventures. Voilà, exactement. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.